Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de notre magazine, votre magazine Info 7. Info 7, nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par ce bras de fer entre le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, et le syndicat des magistrats de la République démocratique du Congo. L'actualité en RDC, nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Robert Kainga. Il est avocat et membre de l'Union sacrée de la Nation, cette plateforme chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Vous avez bonne mine. Merci Madame. Et visiblement, on sait comprendre que ça va. Oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Au rythme de la politique congolaise. Exactement. La politique, ça fait partie de notre quotidien. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et donc, si vous ne vous intéressez pas à cet art va vous intéresser, va s'intéresser à vous. Parce qu'au moins, on a besoin que le pays soit dirigé, et soit dirigé de la manière dont nous voudrons, ainsi pour léguer à nos enfants un Congo prospère, un Congo uni, un Congo fort. Alors, si nous croisons les bras et que vous restez dans votre coin, et vous allez subir ce que les autres vont faire. Alors aujourd'hui, il y a une certaine opinion qui estime que si les choses ne bougent pas en République démocratique du Congo, c'est parce que vous, intellectuels que vous êtes donc immixés dans la politique. Non, madame, je vous ai dit tantôt ici qu'on ne s'immixe pas à la politique, parce que la politique elle-même va venir vers vous sans que vous ne vouliez. Donc ça, c'est la première des choses. Des deux, je le dis tantôt et je le répète, l'État est une notion moderne et que ceux qui voudraient aujourd'hui gérer la République doivent être formés. Et que donc, pour être formé, il faut avoir un certain niveau pour comprendre certaines choses. Si on ne vous explique pas comment le budget fonctionne dans notre pays, il faut aller même dans les cas les plus simples. Les gens ne savent pas la différence entre la corruption, la concussion et le vol. Donc, au Congo, quand quelqu'un a détourné, on dit qu'il a corrompu. Quand quelqu'un est corrompu. Quand quelqu'un est corrompu, on dit qu'il a volé. Donc, c'est ça, en fait. Alors, toutes ces nuances-là, il faut avoir une certaine formation pour bien participer à la gestion de la République. Bien évidemment, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ceux qui ont cette science et qui n'ont pas de conscience peuvent détruire la République. Mais ce n'est pas tout le monde. Alors, vous voulez nous dire que pour vous, Maître Robert Kainga, la politique n'est pas une profession. Non, en effet. Mais certains d'entre vous, politiciens, se présentent comme politiques. Pour ces personnes, la politique est une profession. C'est une immoralité, madame. C'est une immoralité. La politique, c'est un mandat que nous recevons et nous l'exerçons. Et quand ce mandat-là est fini, vous rentrez dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre formation. Vous ne pouvez pas finir à l'université et vous dire que voilà, moi, tout ce que j'ai à faire, je suis politicien, et avoir une carte qui écrit politicien, et on vous demande votre profession, vous écrivez politicien, et vous venez vous adhérer dans un parti politique, et vous commencez à militer. Et maintenant, quand le parti aura des responsabilités, vous allez gérer quoi? Vous allez tout apprendre au sommet de l'État. Il faut commencer d'abord par apprendre. On ne parachute pas en politique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens, ils sont nombreux, hein. Oui, en effet, ils sont nombreux parce que ils ont compris que dans la politique, c'est une vache à lait. Donc, et en politique, on peut devenir facilement riche. On peut s'enrichir vite au détriment des autres. Voilà pourquoi les gens préfèrent venir en politique. Mais c'est pas exactement ça. Alors que quand on veut s'enrichir, on doit aller dans le commerce, on doit aller dans les affaires, pas venir en politique. Mais malheureusement, dans notre pays, c'est le contraire. Aujourd'hui, on ne sait même plus parler des commerçants en République démocratique. Non, tous ces commerçants qui étaient cités dans des chansons sont aujourd'hui politiques. Il vient, il sait que non, voilà, et parce que je suis connu, et j'ai une certaine influence dans un coin, dans les Mayombe, et tout ça, je suis un grand commerçant. Tout ce qu'il reste, c'est de pouvoir déposer sa candidature. Parce qu'il sait qu'il va passer, il a corrompu la population par des actions qu'il est en train de mener, et que donc, il sera voté. Et voilà, il vient en politique. Et ce sont des bois morts qui viennent en politique comme ça, qui ne savent pas y faire et qui ne connaissent rien de la res publica. Alors oui, on avait besoin de l'intellectuel, pensant que la RDC devrait quand même se développer. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a plus de 60 ans d'indépendance, mais la situation ne change toujours pas. Que faut-il faire aujourd'hui pour relever le défi? La question, elle est anthropologique. Il faut se situer au niveau de l'anthropologie.
au niveau de la personne, de l'homme congolais. C'est cela qu'il faut se situer, madame. Il faut travailler l'homme congolais. Il faut une dimension mythologique de la personne congolaise. Lui dire ce qu'il faut faire, travailler l'homme, madame. Si on ne travaille pas l'homme, on n'arrivera jamais à des solutions. Et qui doit travailler cet homme? Non, maintenant, nous avons des églises. Nous devons moraliser nos institutions. Nous devons créer des conditions morales. Nous devons avoir une justice dissuasive, capable de rééduquer ceux qui vont en marge de la moralité. Parce que, madame, quand on travaille, c'est depuis l'école primaire qu'on doit travailler la moralité, qu'on doit faire une étude anthropologique approfondie, qu'on doit éduquer l'homme depuis le bas âge pour lui dire que les choses de l'État, les deniers publics, quand vous êtes gestionnaire, vous êtes au service des autres. Vous n'êtes pas là pour rouler avec les 4x4. Vous n'êtes pas là pour rouler de prendre des sens cyniques. Vous êtes esclave des autres. Madame, en Europe, quand vous y allez, vous pouvez rencontrer un ministre qui passe, vous ne saurez même pas que c'est un ministre qui est en train de passer. Mais ici, chez nous, dès que quelqu'un est nommé, donc c'est les 4x4 en route, c'est les gyrophares et tout ça. Il faut qu'on arrive à éduquer les gens. Une nouvelle génération doit être éduquée dans ce sens-là. En RDC, c'est la population qui devient esclave des dirigeants. Oui, en effet, parce que cette population n'a pas encore atteint un niveau élevé. Vous savez, cette population-là, ce qui se passe, c'est quoi? Tant que les leurs n'est pas nommé, ils sont opposés. Il suffit maintenant que l'un des membres de leur famille soit nommé, ils estiment que c'est notre tour de bouffer aussi. C'est notre tour. Ça, c'est aussi un défi qu'il faudra relever. Exactement, exactement. Donc, et même le ministre qui est nommé, il commence à avoir la pression de sa famille. Et donc, s'il ne prend pas les membres de sa famille, et donc il est mal vu. Et donc, c'est tout ça. Il faut que la population sache que quand quelqu'un est nommé, il n'est pas nommé pour leur tribu. Il n'est pas nommé pour leur famille. Il est nommé au niveau de la nation pour servir la République démocratique du Congo tout entier. Alors, ce n'est pas pour aller servir sa famille. Mais je sais quand même comment les choses se font ici chez nous. On ne doit pas se leurrer. Si le ministre aussi nommé ne prend pas les membres de sa famille, il a des problèmes très sérieux. C'est comme ça que j'ai dit, tout se situe au niveau de l'anthropologie. C'est la même population qui est en train de pleurer là, qui est en train de dire qu'on est malmené. Il suffit que seulement qu'on nomme les membres de sa famille, elle oublie tout ça. Elle oublie tout ça, elle oublie qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, parce que les leurs se retrouvaient. Et donc c'est ça en fait le problème. C'est comme ça que je dis, le problème qui est là, on est au niveau de l'homme. Il faut travailler l'homme congolais et le travailler fondamentalement. Vous avez souligné un élément capital en demandant qu'on puisse investir dans la petite enfance, c'est-à-dire que dès les bas âges, l'enfant doit être déjà initié à un comportement responsable pour le développement de la RDC comme ça se passe ailleurs. Mais nous avons un ministère EPST hier, éducation aujourd'hui. Les ministres qui passent viennent avec des réformes. Mais les réformes ne sont toujours pas adaptées aux réalités de la République démocratique du Congo, malgré tout ce qui est décrié matin, midi et soir. Est-ce les animateurs sont également responsables? Bon, l'actuel ministre qui vient à peine de totaliser 100 jours, je me demande est-ce qu'elle a apporté des réformes? Je ne suis pas au courant de réformes, mais j'ai suivi dans le média que son mandat s'inscrit dans la consolidation de ce qui avait été fait par son prédécesseur, le professeur Tony Mwaba. Il est en train de poursuivre cet élan-là. Mais bon, maintenant, les réformes qui sont arrivées, en réalité, ce n'est pas une réforme. C'est la Constitution qui avait prévu qu'il y ait, par exemple, la gratuité de l'enseignement. Et que donc, quand le chef de l'État est arrivé, il a tout simplement appliqué la Constitution. Mais non, ici se pose un problème de la qualité de l'enseignement. Là, il faudra travailler d'autres éléments, notamment les éléments liés à la formation, à l'entretien des acteurs, à ceux qui doivent intervenir dans le système éducatif. Mais les contenus également des matières qui sont dispensées. Exactement. Il faut qu'on puisse revoir notre grille de enseignements. Il faut qu'on puisse voir qu'est-ce que nous devons enseigner. Madame, moi j'ai fini. Je ne connais pas la cartographie minérale de notre pays. Ce n'est pas connu. Or, ce sont des choses qu'on doit déjà, comme c'est notre richesse. Et nous savons que nous sommes combattus par le voisin à cause de ça. Il faut déjà, dès l'école primaire, que nos enfants maîtrisent ces choses-là. Qu'ils sachent que dans notre pays, voici la situation géographique, voici les minéraux que nous avons, voici
intérioriser ces enseignements-là pour nos enfants, afin qu'ils sachent quels sont les défis qui les attendent demain si jamais ils sont appelés à gérer. Alors, quelque part, vous avez dit, vous avez également responsabilité, les hommes des dieux, les leaders religieux. Mais lorsqu'on parle des corruptions en République démocratique du Congo, les ministres, même le président de la République, les personnalités congolaises, chaque dimanche au moins, pour ceux qui prient dimanche, pour ceux qui prient le samedi, au moins le jour de prière, tout le monde va à l'église. Est-ce les enseignements aujourd'hui désorientent également l'homme congolais? Non, je pense que l'Église fait un grand travail, mais vous savez, la question de la transformation de l'âme de la personne est une question spirituelle mythologique. Donc c'est spirituel parce que c'est le Saint-Esprit qui doit faire ce travail-là. Et que donc nous pensons à la force, nous qui sommes chrétiens, nous croyons à la force transformatrice du Saint-Esprit qui pourra changer les cœurs. La plupart des magistrats que je connais, le plus grand, le haut magistrat sont des pasteurs. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que la magistrature, c'est une structure la plus corrompue de la République. Et donc, alors qu'il y a deux pasteurs qui gèrent la magistrature, j'ai connu l'ancien procureur général de la République, Kabang Numbi, qui est un pasteur, donc l'actuel président de la Cour constitutionnelle, c'est un pasteur. Il y a beaucoup de magistrats que je connais qui sont des pasteurs. Et que donc, mais est-ce qu'ils ne voient pas cette corruption? Est-ce qu'ils sont d'accord avec la corruption? Au regard du mot qui ronge la justice, on sait comprendre qu'ils ne sont pas encore arrivés à obtenir cette force du Saint-Esprit transformatrice. Mais ailleurs, il n'y a pas assez d'églises comme en République démocratique du Congo, mais les gens sont conscients des actes qu'ils posent. C'est ce que je vous dis, madame, il faut travailler l'homme. L'homme dans toutes les dimensions, morale, spirituelle et même intellectuelle, pour qu'il arrive à intérioriser ça. C'est tout ce que je vous ai dit, madame. Nous devons, la question se trouve au niveau de l'anthropologie, au niveau de l'homme. Il faut travailler l'homme congolais, l'amener à comprendre les valeurs essentielles, morales d'une république. Comment une république fonctionne dès les bas âges. On ne doit pas commencer ça. On ne doit pas commencer ça à un âge avancé. On doit commencer aujourd'hui. Parce que nous devons préparer le Congo de demain. Depuis l'école primaire aujourd'hui, il faut enseigner à nos enfants. Et aussi, sévir de manière exemplaire des autorités, des dirigeants qui se seront rendus coupables des détournements. Aux yeux de tous, on se voit que ces gens ont été sévèrement sanctionnés. Parce que la sanction ne corrige pas forcément la personne dont on sanctionne, mais on peut corriger la société au travers de celui que l'on prend. Madame, Messieurs, place à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Les transbordements, les fractionnements de marchandises pour des fins douanières, c'est illicite. Il y a moyen d'éliminer ça. Tous les importateurs sont connus. Nous avons des structures qui les identifient. Au niveau du ministère du Commerce, le guichet unique des commerces. Au niveau de la Banque centrale, quand ils cherchent les devises pour importer. Au niveau de l'OGFREM, parce qu'ils gèrent les chargeurs. Au niveau de l'OCC qui fait des contrôles. Et nous avons même, au niveau des sociétés de surveillance qui travaillent avec la douane, tout ça, on connaît à l'avance. C'est qu'on peut éviter ça par la technologie, par la traçabilité, la géolocalisation directe. Je vous rappelle, monsieur Ambroise, je vous rappelle que l'OGFREM prélève pour ce qu'on appelle ferré. C'est un mécanisme de traquage des exportations et des importations ferry. Ferré, c'est l'exportation. Ferry, avec I à la fin, oui, c'est pour le traquage des importations par conteneur. On peut traquer les conteneurs dès qu'ils quittent Shanghai, ou bien dès qu'ils quittent Dubaï, dès qu'ils quittent... on les géocalise. On les géocalise et on sait les suivre par traquage. Avec les numéros simples, on sait les suivre. Et on connaît les propriétaires du conteneur. Si ça s'arrête au Rwanda, en Zambie, à Durban, et on ouvre là-bas, c'est illégal. Celui-là, il se condamne à des pénalités sévères ici. Et prochainement, il va... L'opérateur économique concerné. Mais il est connu. Mais pourquoi interdire les marchandises? Parce qu'on sait suivre celui-là. Qu'il fait toujours ça, c'est illégal. Ce n'est pas que le Rwanda les force à ouvrir. Oui. Ils collaborent. Le ministre l'a même dit, il y a des commerçants véreux qui les font
pour ne pas payer la douane. Bon, prochainement, il ne va plus importer, vous l'indexez. Vous l'indexez par l'avoir des devises à la Banque centrale, il n'aura plus les licences d'importation. S'il est indexé, il ne saura plus les suivre. C'est qu'il y a moyen, par la technologie de nos jours, d'arrêter ce genre de pratiques. Il y a la coopération douanière qui existe entre les douaniers. Ils se retrouvent au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, ils se retrouvent au niveau de l'OMC. Les règles d'origine dont parlait le ministre, c'est très important. C'est très important parce que ça détermine la situation douanière des marchandises, quelle facilité la marchandise va avoir au niveau de la douane. Bon, mais les règles d'origine sont aussi complexes. Est-ce que ces produits ont été transformés dans les pays voisins avant d'entrer chez nous ou seulement transbordés et fractionnés? Si c'est transbordé et fractionné, ils peuvent être frappés. Hein? Ils peuvent être même saisis. Hein? Et je crois, et comme on connaît les propriétaires, on saura votre conteneur n'est jamais arrivé, il a quitté tel moment pour arriver ici, mais vous êtes convoqué par la douane. Ça paraît être un travail un peu facile aussi. Oui, facile à faire, facile à traquer, parce que tout importateur, la majeure partie des importateurs, sauf des petits importateurs, remplissent des autorisations préalables d'importation au niveau des guichets uniques. Donc c'est pour cela qu'on parle d'une urgence de niveau continental. Mais deuxièmement, pour notre situation à nous, en RDC, les chiffres sont qu'on a 16 700 cas notés, ça c'est les derniers chiffres, avec un peu plus de 570 personnes décédées. Cette maladie, on voit aussi une nouveauté quand même, c'est qu'elle touche de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. Je rappelle donc le mode de contamination, c'est surtout le contact direct, le contact avec l'animal et la transmission sexuelle. Voilà en résumé la situation que je peux vous donner avant d'écouter et de répondre à vos questions. Je vous remercie. 100 jours du gouvernement souminois, Maître Robert Kainga. Vous suivez de près la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Ça fait exactement 100 jours depuis l'investiture du gouvernement souminois. Oui, très honnêtement, les lignes n'ont pas vraiment bougé. Et même le Premier ministre... Mais les lignes budgétaires ont quand même bougé. Hein. Oui, ça c'est la mobilisation. Ça c'est la mobilisation des ressources. Mais le gouvernement mobilise, mais il doit poser des actions sur le terrain. Madame, vous imaginez aujourd'hui, on n'a pas de route. Et quand la pluie va commencer, je me demande, et les écoles vont reprendre, je me demande, on va rouler. J'ai comme l'impression qu'on va se réveiller un jour à Kinshasa, un véhicule ne s'est pas bougé et tout le monde est bloqué et puis c'est fini, on ne sort pas. Parce que là, quand vous roulez, madame, aujourd'hui... Il y a des embouteillages même à 3h, 4h vers ce qui est inconcevable. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route à Kinshasa. Il n'y en a pas. Et donc, maintenant, toute la saison sèche est passée. La saison des pluies arrive. Ça sert parce que là où il y a encore les gros nids là, nous pouvons encore passer parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand la pluie va reprendre, l'eau va stagner. Pratiquement quelques semaines. Donc, voilà, l'eau va encore stagner. On aura des difficultés pour passer dans ces routes déjà délabrées là. Et que donc, ça sera assez compliqué. Donc, 3 mois après, je suis d'accord avec les chefs de l'État qu'il faudra vraiment, n'attendre même pas la fin de cette année pour remanier ce gouvernement. Parce que j'ai comme impression que les gens n'ont pas la mesure des enjeux qui les attendent. Ils doivent faire éviter aux chefs de l'État tout le temps, parce que c'est lui qui est le redevable devant la population. Et que donc, il amène des justifications parce qu'il y a des gens qui ne savent pas accomplir leur travail. Et madame, si je peux terminer, okay. Je sais que tu vas me poser la question pour me dire que c'est lui qui nomme. Donc nous sommes dans, nous sommes dans une situation démocratique qui voudrait que lorsque vous n'avez pas la majorité, vous devez créer cette majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et quand vous avez cette majorité, vous ne dépendez plus de vous-même, cette majorité elle est consolidée autour de vous, mais il y a 2 partis. Et que donc notre démocratie est une démocratie des partis politiques. Et que donc, si vous avez la majorité et que nous concourons à cette majorité, nous devons participer à la gestion. Alors ne demandez pas au chef de l'État
d'aller même commencer à dire des gens qu'il il a nommé des gens peut-être qu'il ne connaît même pas. Alors, Alors, il faudra maintenant les évaluer. Je crois que les 3 mois qui sont passés, sincèrement, si je dis que il y a eu des signaux assez visibles, je serais menteur envers moi-même parce que je vis dans la société. Tout est stagné, rien jusque-là de nouveau n'est mis sur la place publique. Alors, il y a eu, bien sûr, nomination au sein du gouvernement, mais il y a quand même des ministres qui ont gardé leur portefeuille. Parlant du ministre d'Infrastructure, Alexis Gisaro, qui est revenu. Oui, c'est que, en fait, oui. Donc, pour l'infrastructure, ça ne devait même pas attendre des signaux parce qu'il était dans la continuité. Exactement, madame. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que, à l'état actuel, il avait lancé l'opération Zéro Trou. Et que donc, le bilan... On avait évalué à sa manière. Oui, il s'est auto-évalué lui-même, ce qui n'est pas d'accord, ce qui n'est pas normal, parce que c'est la population qui évalue. Quand vous faites quelque chose, en tant que membre du gouvernement, lorsque vous faites quelque chose, vous le faites pour la population. Et que donc, c'est la population qui doit d'abord ressentir la satisfaction. Vous ne pouvez pas même vous satisfaire vous-même. Ça, c'est de la masturbation psychologique. C'est de l'autosatisfaction. Laissez la population. Et cette population, elle est composée de nous autres aussi. Nous roulons à Kinshasa, il y a des nids de poules partout. Les routes sont délabrées. Et je pense que on ne pouvait pas, personnellement, reconduire un tel ministre. Vous voyez par exemple ce que nous venons de suivre tout à l'heure. Ce que l'actuel ministre du Commerce extérieur découvre. Je n'aime pas beaucoup. La question des fractions de marchandises. Mais il y avait un ministre qui était là. Mais qu'on venait encore de gratifier. On vient de le gratifier encore avec un autre gros ministère. Alors que il y avait ce genre de choses qui se passent dans son ministère. Je crois qu'à un moment donné, on doit se révolter pour dire que les choses doivent s'arrêter. Comment un ministre qui était dans un poste et que l'autre vient, il vous montre que celui qui était là, il n'a rien fait. Voilà ce qu'il devait faire. Voilà ce qui a échappé à la République. Voilà. Et maintenant, le même ministre, il a été gratifié à un autre poste. Et il a laissé celui-là. Il va maintenant là-bas encore pour travailler. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui a fait 10 ans, 8 ans au gouvernement peut encore innover? Vraiment, il n'a plus rien à apporter. Il n'a plus rien à apporter. Alors, le même Jean-Lucien Paluku vient encore d'alerter, pardon, Julien Paluku, j'allais dire, hein, il venait encore d'alerter sur une cargaison de farine impropre à la consommation qui est déjà en route vers la République démocratique du Congo. Non, je pense que ça relève de ses attributions. Il a l'OCC et c'est lui qui doit faire ça. Ça, ce sont des choses qui rentrent dans Mais il y avait des choses qu'on rencontrait déjà, qui étaient déjà... C'est ce que je dis, madame, ce que j'ai dit. Oui. On ne peut pas avoir un ministre qui était dans un portefeuille. Il quitte le portefeuille, il va. L'autre vient. Il dénonce des choses assez graves. Mais dans l'entretemps, l'autre ministre qui était là, on l'a gratifié avec un autre poste. C'est inconcevable. Est-ce que, Maître Robert Kainga, vous êtes au même moment en train de vous inquiéter par rapport au leadership de Judith Suminwa, Première ministre? Je crois que c'est trop prématuré d'arriver à juger son action. Et que donc, et jusqu'à présent, personnellement, je continue à la soutenir, mais... Vous avez combien d'inquiétudes? J'ai assez d'inquiétudes énormes. Elle devait bousculer les choses parce que le pays est dans un état comateux. Il faut vraiment que quand vous venez, qu'il y ait une thérapie de choc. Elle a fait confiance et surtout qu'elle avait entre ses mains le projet 145 territoires. Exactement. Et puis elle a la confiance du chef de l'État. Et que là, la confiance du Parlement. Vous savez, cette dame-là, elle a la confiance de tout. Elle a la possibilité de tout faire et de changer des choses. Et elle n'obtiendra aucun obstacle dans ce qu'elle va faire comme travail. Parce qu'elle a le soutien de la population, par ricochet, le soutien de la chef de l'État. 3 mois après, 100 jours déjà, aucun ministre ne vous a séduit? Non, aucun. Je dis aucun ministre ne m'a séduit. Aucun. Parce que, regardez madame, qu'est-ce que nous pouvons dire qui a été fait aujourd'hui de grave? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui apporter à la population que depuis que le gouvernement Semino est arrivé, voici ce que ce gouvernement a fait de vous. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, Maître Robert Kainga, vous êtes quand même conscient que de l'autre côté, dont le chef de la population congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de perdre? Non, en fait, le problème, c'est le chef de l'État n'est pas en train... Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Hein. La situation, visiblement, selon certains observateurs... Le chef de l'État a marqué positivement les Congolais. Il y a des choses qui ont été faites sous son impulsion. Nous avons parlé de la gratuité de la maternité. Nous avons parlé de la gratuité
de l'enseignement. Maintenant, il y a un problème au niveau des animateurs. Nous avons, madame, j'étais au campus hier, j'ai visité le home, j'ai vu que c'était très magnifique. Je suis un ancien de l'Unikin, j'ai vu qu'il y a de restaurants modernes là-bas à l'Unikin. Et quand vous mangez, on vous sert dans de très bonnes conditions. Chose que nous, on n'a pas connu quand nous étions étudiants à l'Unikin. Nous étudions dans le resto central. Au lieu d'aller manger au resto, nous, on étudiait au resto et on allait manger en chambre. Or, la chambre, c'était pour dormir, mais là-bas, j'ai vu qu'il y a de très bons restaurants. Donc, il y a quand même des choses que des chefs de l'État ont fait. Et c'est pourquoi il a marqué des Congolais. Ça sera un président. Dans la mer, Ça sera un président. Non, le mal était profond, madame. En fait, le Congolais doit comprendre qu'aujourd'hui, la renaissance du Congo demande un peu de temps. Maintenant, et c'est ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas que le gouvernement soumis n'en ait fait rien. Il doit plus faire que ce qu'ils sont en train de faire. On les accuse d'être plus dans leur bureau climatisé que d'être sur terrain. Ils doivent se battre pour faire des choses comme des gens qui veulent sauver quelqu'un qui est en train de mourir. Madame, et qui est en train de mourir. Quelqu'un qui est malade, qui vient en train de marcher, et quelqu'un qui vient sous oxygène, le traitement ne peut pas être le même. Dans l'air de ces sous oxygène. Exactement. Il faut que ceux qui doivent intervenir dans une situation d'urgence. Mais là, on a l'impression que les gens pensent qu'ils ont tout leur temps. Alors qu'il n'y a pas de temps pour ça. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 mois, et dans les 3 mois, madame, c'est beaucoup. 100 jours, c'est beaucoup. Alors, on se rappelle que le président avait quand même promis d'évaluer les ministres. Nous attendons effectivement l'évaluation. Et nous voulons que les chefs de l'État mettent en place un monitoring sérieux d'évaluation, d'abord au niveau de la présidence. Qu'on arrête avec cette histoire où un ministre fait un petit truc qui fait passer à la RTNC, et on veut ça dans les médias, des journalistes à la solde des politiciens, on leur donne un peu d'argent, ils tweetent, ils mettent là-bas, ils plébiscitent même que tel est meilleur. Sur base de quoi vous avez mené aucune enquête. Le chef de l'État doit se départir de ça et mettre en place un monitoring sérieux pour suivre les ministres. Et c'est plus facile, madame. Parce qu'au conseil, le chef de l'État, il est parmi les rares de notre pays. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de conseil des ministres. Il préside dans la plupart des cas tout le conseil des ministres. Mais conseil des ministres pour quelle finalité? Parce que par exemple, la question d'infrastructure devait toujours être évoquée. En effet, toutes les résolutions du conseil des ministres sont actées quelque part. Maintenant, il faut le monitoring, il faut suivre maintenant. Excellence, monsieur le ministre, on vous avait demandé de traiter tel dossier. Donnez-nous les éléments. Est-ce qu'il y a le suivi même? C'est ça. C'est le travail du Premier ministre. Parce que le coordonnateur de l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre, parce que le Premier ministre n'a pas de dossier en propre. Parce qu'il n'a pas un secteur. Mais il est coordonnateur du gouvernement. Exactement, c'est ça son travail. Les actions de chaque ministre. C'est ça son travail. Alors c'est comme ça que je dis qu'il a la possibilité de bousculer tous les ministres. Et quand, par exemple, il entend ce que Julien Paluku vient de dire, il devait interpeller, il dit, mais dis-moi un peu, toi quand tu étais là-bas, est-ce que tu n'avais pas vu ça? Et amener la question au conseil des ministres, dire voilà, mais le collègue ici, qui a tel ministère, était là. Mais regardez ce qui s'est passé. Avec la démonstration que le professeur Foster Longa vient de faire, on se rend compte que c'était facile de gérer parce que déjà le conteneur est localisé dès le départ. Avant de pour la RDC. Voilà, c'est des choses qui peuvent être suivies et connues. Est-ce qu'on a fermé les yeux sciemment? Et visiblement, avec les explications, on voit que c'est facile à faire. Est-ce qu'on a fermé les yeux sciemment ou pas? Est-ce qu'on est complice aussi? Exactement, c'est ce que je voulais dire en d'autres termes. Et que donc, est-ce qu'il n'est pas possible que pour un tel dossier, que le ministre qui était là, mais toi tu étais là, explique un peu comment, toi tu ne voyais pas ça. Dites-nous comment tu ne voyais pas ça. Alors, en ce moment-là, les gens vont se dire, parce qu'aujourd'hui la question c'est quoi? Dès qu'on a quitté les ministères, l'autre qui vient, c'est la solidarité gouvernementale. Et généralement, quand ils font les tête-à-tête là, c'est de non, non, mon cher, ne touche pas ça, protège-moi, voilà, et tout ça, tout ça. Et ils se font même des amis? Non, ils se font des aveux, en fait, des vœux de ne pas se dénoncer.
Il dit, bon, voilà, moi, je ne peux pas te dénoncer. Il faut une alliance. Ah Donc, bon? voilà, on ne va pas te dénoncer. C'est ce qui se passe. Il sait ce qui se passe généralement. Et c'est comme ça que vous voyez. C'est comme un peu ce que nous avions, ce qu'on nous a révélé hein, au ministère de Sport, Kaboulou qui est parti, mais c'est Serge Condé qui a la situation avec le stade de Martyr. Oui. Des révélations qui viennent après c'est son oui. père. Alors maintenant, voilà, est-ce que Kaboulou, quand il était là, il n'avait pas vu ça? Pourquoi il n'a pas dénoncé ces dossiers? Donc, en quelque sorte... Il fallait que l'IGF vienne fouiller... Voilà, donc c'est ça le problème. Madame, la justice dont on parle ici, c'est ça. Nous, le Congolais, nous parlons de justice, mais on n'aime pas la justice. Il a suffi que Kamere soit interpellé pour que l'UNC considère que la justice était pourrie. Maintenant, aujourd'hui, la justice était propre. Aujourd'hui, je pense que si vous demandez à Vital Kamerhe, il va vous dire que la justice congolaise fait son travail. Parce qu'il a été blanchi. Donc c'est ça, on veut de la justice, mais personne n'aime la justice. Est-ce que dans le dossier, par exemple, Stade de Martyr, Kaboulou qui était là n'a pas constaté, ou il a couvert, comme vous l'avez dit, hein, ils se font des alliances, vous dire, couvre-moi quand tu viendras, tout ça. Est-ce que lui aussi doit être responsable dans ce dossier? Non, le problème c'est que, c'est ça en fait. Les gens, quand ils viennent pour gérer, ils viennent avec quelle intention? Ils viennent avec quelle motivation? Moi, j'ai eu l'impression, ici, il y a un ministre qui m'a déçu dans ce pays, c'est Kaboulou Mwana Kaboulou, avec tout ce que nous lui reconnaissions comme notoriété, la notoriété dans le sport. On ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait avoir des athlètes qui pouvaient partir comme ça, rentrer sans médaille. Lui qui était un journaliste comme vous, qui dénonçait, qui disait des choses, mais quand il est arrivé là-bas, il est passé comme une lettre à la poste, il n'y a pas rien. Et non seulement ça, il y a eu des choses qui ont été faites dans le placard et qu'il a couvert. Lui qui ne faisait que également être responsable. Pardon? Vous êtes avocat, est-ce que le fait qu'il n'a rien dit, qu'il n'a pas dénoncé... Non, il n'y a pas de commission d'infraction par omission. Okay. C'est-à-dire que l'inaction ne peut pas, sauf si il y a cas de danger et que vous n'êtes pas intervenu, là, non-assistance à la personne en danger. Mais il n'y a pas de commission d'infraction par inaction. Il n'y en a pas. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Selon l'intersyndicale des magistrats de la RDC, le comportement du ministre d'État à la justice procède de sa difficulté de faire un saut qualificatif de son statut d'avocat à celui d'homme d'État. L'intersyndicale des magistrats soutient que le ministre d'État en charge de la justice semble être nostalgique des anciens régimes en dépit de l'évolution du cadre constitutionnel et législatif régissant le pays. Cette évolution, a-t-elle soutenu, consacre la séparation des pouvoirs et un conseil supérieur de la magistrature composé exclusivement des magistrats. Concernant la mise en liberté des prisonniers, ces magistrats estiment que les pouvoirs du ministre de la Justice en matière de mise en liberté des détenus est limité. Le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir d'interférer sur les procédures judiciaires en cours et moins encore s'opposer à l'exécution des décisions de la justice. Par conséquent, l'intersyndicale des magistrats invite Constant Moutamba à collaborer avec les conseils supérieurs de la magistrature en vue de trouver des solutions idoines en se référant aux états généraux de la justice dont les recommandations sont restées comme une lettre morte. Ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. L'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelé de toutes parts, je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. J'espère que tous nous sommes d'accord. N'est-ce pas, collègues?
faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il des problèmes à régler? Vous connaissez la procédure, allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous le faites même avec nous. Vous le faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous. Alors, Maître Robert Kayenga, vous êtes avocat, vous êtes en train de suivre quand même toutes les actions du ministre Constant Moutamba. Quelle est votre réaction par rapport à tout ce qu'il est en train de poser comme acte au sein de l'appareil judiciaire? Madame, je pense qu'on aura suffisamment du temps pour parler sur cette question. Oui, tous ces dossiers ici, c'est pour parler de cette question. Parce qu'elle est très, très fondamentale. Le ministre, le jeune ministre Constant Moutamba, il a apporté de l'énergie. On sent qu'il veut donner une impulsion. Mais là où je ne suis pas, je suis d'accord avec lui. Et vous n'êtes pas également d'accord avec lui? Que la justice, j'en viens, que la justice congolaise a des sérieux problèmes. Je suis tout à fait d'accord. Comme avocat, je ne peux pas vous dire combien de fois, si je suis encore en vie, c'est parce que Dieu l'a voulu. Combien de décisions, des boutades de décisions qui ont été rendues par nos magistrats. Des décisions trafiquées, des décisions de justice où vous sentez l'odeur de la corruption. Et ça nous a mis, nous les avocats, en difficulté vis-à-vis de nos clients. On a perdu de la clientèle à cause des magistrats. Aujourd'hui, personne ne peut se dire qu'il peut aller plaider une affaire, évoquer tout le droit possible et être sûr que la décision sera rendue conformément à la loi. Sur 100% des avocats, je crois que 99,9 vous diront que peut-être c'est le 0,1 qui reste là, qui peut vous dire qu'il y a des décisions rendues conformément à la loi. Sans être trafiqué. Soit vous avez raison et que vous donnez de l'argent pour préserver votre raison. Parce que si vous ne le faites pas, ceux qui ont plus de moyens vont vous arracher votre raison. La justice, c'est l'application de la loi. Tout simplement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. La justice, c'est le rétablissement de l'équilibre rompu. C'est parce qu'il y a deux balances. Lorsque la balance bouge, c'est ça les déséquilibres. Et dans la justice, c'est la balance. Mais le problème qu'il y a ici, ce que je ne voudrais pas, ce que le ministre de la Justice fait comme quelqu'un qui a évolué dans l'appareil judiciaire, qui connaît quand même le prétoire, c'est de faire passer de magistrats dans l'opinion publique, devant le Congolais lambda, qui ne comprend pas des choses, que les magistrats n'ont plus droit à la dignité, que les magistrats n'ont plus le droit, même le droit à la dignité. Comme avocat, j'ai prêté serment pour respecter le magistrat et l'honneur dû au magistrat. Ce que dit, le serment d'avocat dit ça. Et que donc, et surtout lui, à ce niveau de responsabilité, même quand on sait que c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la place publique. Madame. Qu'est-ce qui vous a choqué dans tout ce Le magistrat habite la cité. Il habite Massina. Et les voisins savent que le magistrat, c'est un magistrat.
Mais ils ont suivi à la télé que le ministre de la Justice a dit que ce sont les corrompus, ce sont eux qui détruisent la justice. Je venais de perdre un ami de promotion qu'on a tué en passe à là-bas, à Terre Jaune. C'était un magistrat. On l'a tiré en présence de sa femme et de ses enfants. Il vient d'être enterré le mois passé. Baudouin Matondo. C'est un magistrat. Il vit dans la société. Vous ne craignez pas de représailles. Madame, je voudrais aussi rappeler la mémoire du ministre de la Justice. Okay, parce qu'à l'époque, il était avec Joseph Kabila. En 2017, est-ce qu'il connaît l'histoire du juge Mbouyi? Le juge Mbouyi, vous connaissez le juge dans l'affaire Katumbi contre Stoupis. Oui, il y a une juge, Ramazani, qui vient de mourir en France il n'y a pas très longtemps. Je salue sa mémoire. Qui avait rendu la décision parce que le pouvoir politique de l'époque avait exercé sur lui une influence. Elle a rendu une décision alors qu'il y avait un donné acte, un acte de surséance. Mais elle a passé outre parce qu'il y avait une pression politique. Et l'affaire est allée au degré d'appel au TGI. Le juge Mbouyi, honnête qu'il était, on lui a voulu le faire la même chose. Il a refusé. Il a refusé. On se rappelle bien de cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé au juge Mbouyi? On l'a tiré 13 balles. 13 balles. On a violé sa femme. On a violé ses enfants. En sa présence. Est-ce que vous voulez dire que... Madame, si je peux terminer, okay. si je peux terminer, okay, si je peux terminer. Allez-y. Le ministre de la Justice de l'époque, Alexis Tambomamba, refuse que le juge soit ramené à l'extérieur pour le soin. C'est le ministre de la Justice qui refuse qu'on puisse prendre ce juge-là, le juge honnête là, qui avait voulu rendre la décision selon sa conviction et selon la loi. Le ministre de la Justice de cette époque envoie son conseiller sur place et refuse qu'on puisse prendre ce juge honnête et qu'on le ramène en Afrique du Sud. Les ONG se sont impliquées et le juge Mbouyi est passé par Dola parce que quand on a envoyé l'avion pour le prendre, on a refusé de prendre du gazole à cet avion. Ça, c'est le pouvoir politique, madame, qui refuse de le faire. Et donc, il a eu la vie sauve grâce aux ONG, pas au ministre de la Justice qui avait refusé. Et aux ONG. Aux ONG. Le ministre de la Justice avait refusé à l'époque. Donc, la question de la justice, fondamentalement, elle doit être examinée avec beaucoup de délicatesse. Et regardez la question dans son ensemble. Madame Téné, les greffiers qui travaillent dans la justice, parce que le juge n'écrit pas, le ministre de la Justice peut nous dire si ces greffiers-là sont mécanisés et ils sont payés. Et s'ils sont payés, ils sont payés combien? De ma mémoire et de mon expérience d'avocat, beaucoup de greffiers ne sont pas mécanisés, ils ne sont pas payés. Donc il devait commencer par là. Les APJ qui vont arrêter les gens, ils ne sont pas mécanisés et ils ne sont pas payés. Est-ce que le ministre de la Justice ne peut pas commencer aussi par ça? Le problème de la justice est connu. Je dis que le magistrat, ça c'est clair, la magistrature est pourrie. Mais la question ne doit pas être vue seulement de cet angle-là. Est-ce que vous pensez que... Le ministre de la Justice, s'il vous plaît, madame, il ne donne ni clou, ni bois. Les magistrats qui sont récemment nommés, ils ont acheté les chaises pour s'asseoir avec leurs propres moyens. Les magistrats. Les magistrats. Ils ont sorti leur argent. Leur argent. Ils sont payés 2 millions de francs congolais. La valeur aujourd'hui, c'est 800 $. Donc, ils sortent l'argent de leur poche. Pour acheter une chaise. Quand vous allez pour qu'on vous entende au parquet, posez la question au magistrat. Le papier ici, vous l'avez obtenu où? Il achète avec son argent. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Ils n'ont pas de fourniture de bureau. Ils n'ont pas d'ordinateur. C'est avec leur propre argent qu'il est fait. Alors, vous dites que le magistrat, bien que nous condamnons la corruption, vous ne pouvez pas aussi, ne serait-ce que lui enlever ce prétexte-là. Le mettre dans des conditions de travail. Qu'il faut. Qu'il faut. Comme ça, vous allez sévir. Mais au lieu de le faire passer dans l'opinion publique, comme quelqu'un qui est sans dignité. Est-ce créer une insécurité? Pour le magistrat. Parce qu'il vit dans la société. Et que donc, il faut regarder aujourd'hui le regard des Congolais vis-à-vis de magistrats. La population vis-à-vis de magistrats. Le magistrat, avec 800 $, il loue à Matete
il y a des toilettes, il y a une douche commune. Et quand le magistrat doit venir au travail, le voisin est dans la douche, il doit patienter. C'est ce magistrat-là que vous mettez à vendre négativement. Je ne dis pas que le magistrat, je suis le plus opposé au magistrat possible. Mais je pense qu'à un certain niveau de responsabilité, surtout lorsqu'on est appelé à trouver des solutions aux problèmes, vous ne devez pas prendre la question à moitié. Prenez la question de manière générale. Travaillez l'homme congolais. Revoyez les questions de la justice. Le magistrat, même des toilettes qu'ils ont dans les cours des tribunaux, ils cotisent pour arranger les toilettes. Donc, il y a beaucoup de choses que... Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que j'attends du ministre de la Justice, d'abord, c'est d'abord mettre de l'ordre dans l'administration de la justice. Répertorier les greffiers. Il a donné l'injonction pour qu'on poursuive les greffiers. Mais ces greffiers-là, est-ce qu'ils sont mécanisés? Est-ce qu'ils sont payés d'abord? Alors, si quelqu'un n'est pas payé, mais il a la volonté de travailler. Quand il a une famille à nourrir. Il a une famille à nourrir. Il a une maison à payer. Alors, il a des enfants à scolariser. En effet, on ne dit pas que parce qu'il a des enfants, il doit... Les gens vont dire, mais pourquoi il ne démissionne pas? Mais il n'a pas de travail, il fait quoi? C'est tout ce qu'il a fait. Il a étudié tout ce qu'il a fait. Alors, il faudra que le ministre de la Justice essaye de voir la chose de manière globale. Qu'il essaie de voir la question pas à moitié. Parce que vous ne pouvez pas. Même la Bible dit, à celui qu'on a beaucoup donné, on réclamera beaucoup. À celui qu'on a donné peu, on réclamera peu. Est-ce que Maître Robert Kayinga, vous êtes cet avis que le ministre s'est lancé, que certaines personnes, certains Congolais affirment qu'il est plus dans le populisme? Je suis tenté de le dire. Parce que la question de la justice aujourd'hui, madame, la justice élève une nation. La justice, c'est le poumon de ce pays. C'est le dernier rempart. C'est le gardien des institutions. C'est la gardienne des institutions. La justice. Et que donc, la justice, c'est elle qui protège et qui élève la nation. On ne peut pas aller avec... Parce que ce qu'il fait là, c'est des feux de paille. Alors que le vrai problème, il reste entier. Est-ce qu'il est dans des actions politiques, comme vous l'aviez décrit? Je pense oui. Comme expert de la justice, je pense que oui. Il devait voir les choses de manière fondamentalement. Il ne doit pas mettre de côté la question des conditions de vie du magistrat. Il ne doit pas mettre ça. C'est une question prioritaire comme toutes les autres priorités. Il y a quelqu'un qui a dit sur ce plateau que le ministre lui-même étant de l'appareil judiciaire, mais les actions qu'il pose, il viole parfois les textes même, les lois. Non, il est auxiliaire de la justice. Il est auxiliaire de la justice comme avocat. Et il n'est pas membre du pouvoir judiciaire au sens légal du terme. Mais il peut connaître, il connaît la loi, il connaît le texte. Non, en fait, il est censé. En fait, il est censé connaître. Il est censé connaître le vrai problème de la justice. Madame, l'article 151 de la Constitution dit... Et qu'est-ce que l'article dit? Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Donc il y a séparation. Il y a séparation de pouvoir. Il doit faire la différence entre les deux. Exactement. Le pouvoir d'injonction qu'il a, c'est un pouvoir politique. Parce que la question des poursuites est une question d'appréciation du magistrat. Vous pouvez donner l'injonction au magistrat de poursuivre, il peut refuser. Parce que la question d'injonction suppose la question d'opportunité des poursuites. Le magistrat peut estimer que ce n'est pas le moment de poursuivre. Il ne va pas poursuivre. Mais dans la manière dont il se comporte, c'est comme si quand il a donné l'injonction, automatiquement le magistrat doit poursuivre. Voilà pourquoi j'ai donné comme l'État s'est même invité dans la question. Non, mais maintenant le problème c'est que c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Madame, vous êtes au tripé, c'est un haut magistrat qui appelle le magistrat qui est en bas pour lui dire relâche tel monsieur. La magistrature est une institution fortement hiérarchisée. Lorsque votre chef vous donne des instructions, vous obéissez à ces instructions. Si vous refusez la manière de juge Mbouyi du Katanga, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné. Madame, au moment où je vous parle, vous savez qu'il y a un juge qui était affecté à Nyoki,
qui a renvoyé sa femme et ses enfants pour venir prendre les soins ici dans une bananière, et la bananière s'est noyée, et que le juge a perdu ses enfants et sa femme. Et qui en parle? Voilà. Il n'y a pas très longtemps ici. Personne n'en parle. Quand un magistrat est affecté, il va avec ses propres moyens. On ne lui donne pas, même pas l'argent de billet pour ses enfants. Alors ce magistrat il doit se rendre au lieu de son travail. Avec quels moyens? Donc il y a beaucoup de choses qui Il y a font beaucoup de appel choses, à il y a la beaucoup de corruption choses ou à l'appareil judiciaire. C'est ça. On ne résolvera jamais la question de la justice en taxant publiquement que le magistrat est corrompu. Non. Alors, madame, j'aime Kofi Olomide dit ceci. qu'est-ce qu'il a dit? Ce que vous kende chasse en bois, tu ne peux pas commencer à insulter le chien. Il ne peut pas restaurer la justice sans les magistrats. Et donc, vous ne pouvez pas, en même temps, insulter celui qui est censé vous aider à accomplir le travail, publiquement, et en même temps attendre de lui Oui, un changement. un changement. Il faut, comme Kamoulé vient de le dire, il faut un dialogue vertical et sincère. Est-ce que Maître Robert Kainga, toutes ces révélations que vous venez de faire sur ce plateau, la réalité que vous avez étalée, est-ce une façon de dire que même les présidents de la République n'avaient pas bien cerné le problème comme il le faut? Parce que nous allons quand même nous rappeler que Félix Tshisekedi a opéré autant de changements au sein de l'appareil judiciaire. Non, exactement. Parce que c'est simple de traiter les problèmes. Le vrai problème ne sont pas traités. Les experts qui viennent là-bas, ils n'ont pas aidé le chef de l'État à traiter le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui-là, madame. Les magistrats sont corrompus. Ça, je le dis. Moi, je peux me le permettre de le dire. Je suis avocat. Je peux me permettre de me le dire parce que c'est une réalité que nous vivons. Mais lui, il est ministre. Il est censé trouver des solutions à cette corruption. Ce n'est pas avec le pouvoir d'injonction qu'il a qui va changer le cours de situation dans la magistrature. Il doit enlever aux magistrats le prétexte. Vous savez, les magistrats qui sont nommés, je vous ai dit, madame, certains même j'ai vu à Kalam en train de construire le bureau avec leurs moyens. Parce qu'ils n'ont même pas de bureau. Ils se cotisent même pour construire les bureaux. Est-ce que vous voulez que vous ne donnez ni clou, ni bois. Mais vous attendez le résultat. Mais ça, c'est quand même assez aussi, pas assez correct de la part de votre part. Même si nous ne disons pas que, nous disons que rien ne justifie la corruption. Parce que tu es mal payé, que tu dois. Mais les conditions de travail doivent quand même être garanties. Exactement. Parce que lui, les ministres. Et en RDC, dans l'administration, on souffre beaucoup parce que les frais de fonctionnement ne s'en suivent pas. Exactement. Lui, le ministre, il est quand même dans de bonnes conditions de travail. Il va demander, bon, comme tout ministre, il va demander d'être dans de bonnes conditions de travail avec des frais de fonctionnement, mais c'est que les autres n'ont pas. Hein, je connais à peu près ce qu'un ministre touche comme frais de fonctionnement. Un ministre, comme ministre d'État, il n'a pas moins de 30 000 $. Ah, pour le fonctionnement. Pour le frais de fonctionnement. Pour un mois, je dis. Pour un mois. Pour un mois, il n'a pas moins de 30 000 $. Il n'a pas moins de 30 000 $. Juste pour le fonctionnement. Pour le frais de fonctionnement. Mais qu'il demande au niveau du tribunal de paix. Combien il touche combien comme frais de fonctionnement? Où est-ce qu'ils doivent trouver l'argent pour entendre les gens? Madame, c'est pourquoi des fois ils nous disent, tu viens, tu as même ton stylo, il faut d'abord acheter les stylos, il faut acheter du papier. Et d'ailleurs, lui-même achète avec ses propres moyens. Et il n'a pas de bureau. Quand vous regardez là, vous allez trouver les magistrats ont des chaises de Kizobazoba. Chacun a sa chaise à sa manière. Pourquoi? Parce que chacun achète selon ses moyens. Il faut travailler. Et quand le magistrat tombe... c'est quand même un sacrifice qu'il faut nous. Hein? Et quand un magistrat tombe malade, madame, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ses collègues qui cotisent pour le faire soigner. Est-ce que le ministre ne peut pas négocier, ne serait-ce qu'un centre hospitalier moderne et correct, où quand un magistrat tombe malade, le magistrat et ses enfants peuvent aller se faire soigner? Comme c'est le cas quand un ministre est malade, il peut se faire soigner. Et même ils vont à l'extérieur du pays. Est-ce qu'il va penser à ça? Donc, madame, moi, la justice, c'est l'âme du pays. Et moi, je suis juriste et fondamentalement juriste. Et je suis avocat. Et je voudrais que la justice change. Et je vois que ce qu'il y a de plaisantins qui sont en train de se faire. Et ça ne peut pas changer les choses. Et le chef de l'État attend de réformes. Et de réformes chirurgicales. Qui doivent apporter la vraie solution de la magistrature. Pas ce qui est en train de se faire. Et ça je vous dis, je ne suis pas prophète. Ça va passer comme du feu de la paille. Madame Yessé, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est une nouvelle page qui s'ouvre au parti présidentiel. Désigné le 11 août 2024, secrétaire général AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social par la Convention démocratique du parti, Deo Bizibou démarre son train.
Face à la presse nationale et internationale, le secrétaire général AI du parti présidentiel a dévoilé son programme d'action. Il s'agit d'un programme de redressement du parti au pouvoir. Ce n'est qu'hier, les après-midi, que j'ai reçu la notification du bureau de la CDP qui me notifie comme étant le secrétaire général ad intérim de l'UDPS pour 6 mois. Ma première mission, c'est d'abord, après ces divergences de vues, c'est d'assurer l'unité au sein du parti. Exactement. Très bien. Bien entendu, sous réserve de l'approbation du programme par d'abord l'exécutif, parce que nous allons là-bas, je ne vais pas comme individu, mais comme exécutif, c'est que ce programme devra passer absolument par l'exécutif d'abord, avant que l'exécutif, et moi en tête, on le soumettions à l'approbation de la CDP. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer que ce programme prévoit, au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UDPS auront des cartes de membres. Redynamiser l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est l'un des défis de Deo Bizibu. Pour Kinshasa, nous proposons 1 mois d'itinérance. Nous devons passer au peigne fin le fonctionnement de nos comités fédéraux. Et nous avons eu à faire ce travail dans certaines provinces. À l'intérieur, lorsque je faisais l'itinérance dans des provinces, et ça consistait en quoi? C'est de rencontrer les acteurs des comités fédéraux, les combattants, les écouter. Et en 1 mois, on aura bouclé ce travail d'itinérance ici à Kinshasa, et s'en suivra aussi l'itinérance à l'extérieur. Contrairement aux affirmations de certains observateurs, Deo Bizibu est un combattant de première heure. L'homme a servi au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux depuis son jeune âge. Et pendant ces 37 ans de lutte, de 82 à ce jour, moi j'ai 33 ans dans ce parti. J'ai gravi tous les échelons. Je voulais vous dire que nous ne nous sommes jamais battus dans ce pays en disant que lorsque l'un d'entre nous accède au pouvoir, ou certains d'entre nous accèdent au pouvoir, ça s'arrêtait. Non. Je pense qu'ils ont choisi une mauvaise voie, la voie d'intoxication et de mensonges. D'ailleurs, une voie un tout petit peu ridicule, parce que pour des Congolais qui se respectent, ils ne peuvent pas passer dans le média, dire qu'il faut qu'on puisse rétablir l'honneur de leur autorité. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a traité Denis Mukwege d'un patriote. C'est extraordinaire. Il voulait que le chef de l'État traite Denis Mukwege comme ennemi de la patrie. Il voulait qu'il les traite comme un agresseur. Non. Vous savez, le président Tshisekedi, c'est un démocrate, un homme très intègre et sincère. De sa bouche, les mensonges ne sortent pas. Lorsqu'il voit qu'un compatriote, opposant soit-il, se comporte de manière à privilégier la patrie, mais il parle de lui en bien, cela ne veut pas dire que le président Tshisekedi a nécessairement besoin que Denis Mukwege soit de son côté, parce que déjà, lui, il a plus, actuellement, je peux me dire, il a plus de 80% de Congolais derrière lui. Le conseil que je peux lui donner, c'est de rester lui, de ne pas suivre ceux qui les soutiennent, parce que parfois, ceux qui nous soutiennent peuvent nous conduire vers la tombe. C'est les leaders qui conduisent les gens. Vous avez pris la décision de privilégier la patrie, privilégier les femmes qui sont violées à l'Est, de les réparer. Vous avez parlé avec Fonarev, qui est Fonds pour la réparation de personnes, de victimes de violences sexuelles. Continuez sur la même lancée, et si vous voulez rester opposant républicain. C'est le conseil que je vais lui donner. S'il veut faire connaître son regroupement politique, qu'il utilise les intelligences qui sont au sein de son parti pour qu'il parle en bien de ce regroupement, au lieu de faire des déclarations qui n'ont aucun contenu valable.
Nathan Robert Kainga, la semaine, il y a eu une liste, j'allais dire, de 112 magistrats. Donc, je l'ai intitulé de ce document magistrats corrupteurs récemment nommés, dont le nom ne se retrouve sur aucune des listes des candidats ayant satisfait au concours de la magistrature session 2022 en République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ce document qui a circulé? Jusque-là, personne n'a contredit. Hein. Oui, madame, cette liste n'est pas signée et que donc il ne sera peut-être pas pour nous d'en apporter une certaine crédibilité. Mais nous ne pouvons pas aussi rejeter parce que d'emblée cette liste, parce que comme on dit en lingala, Maï n'en pas mbatté. Et donc nous devons rester extrêmement prudents sur l'authenticité et sur la véracité de la liste. Maintenant, la réflexion en droit. Okay. Parce qu'au cas où cette liste serait vraie, on devra établir les responsabilités. Qui a organisé le concours et qui a recruté le magistrat? Et qui organise le concours? C'est le Conseil supérieur de la magistrature et c'est elle-même qui propose les noms au chef de l'État pour la signature. Et que donc, s'il y a des gens à sanctionner, ce ne sont pas les magistrats, là, mais ce sont ceux qui ont proposé au chef de l'État de signer des noms de personnes qui n'ont pas concouru, pendant qu'il y a ceux qui ont concouru, qui attendent leur nomination. C'est de l'injustice sociale. Et on a vu au lendemain de cette liste une équipe de magistrats qui attendent, qui ont même manifesté. Qui ont manifesté. Ouais. Et donc, maintenant, par rapport à ce magistrat, il y a la théorie des droits acquis. Ils sont déjà nommés par ordonnance, chef de l'État. Donc ils sont ainsi. Et donc ils sont bénéficiaires déjà des droits parce que ce sont des Congolais. Est-ce qu'on peut revenir sur cette ordonnance? Non. Bon, le chef de l'État peut toujours revenir. L'ordonnance, il peut toujours revenir sur l'ordonnance. Mais moi, j'ai dit qu'ils ont déjà des droits qui sont constatés et que ce ne sont pas eux qui se sont nommés eux-mêmes. Ils ne se sont pas proposés eux-mêmes. Il y a une structure qui est chargée de le faire et qui a proposé leur nom et ils sont nommés. Où est leur faute? Maintenant, la faute, c'est au niveau de ceux qui l'ont fait. Je ne voudrais pas croire que les hauts magistrats qui sont au niveau du Conseil ont été corrompus. Ça, je ne peux pas l'accepter. Mais je pense que s'il y a des responsabilités à établir, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est là que le ministre doit comprendre. Le mal provient d'abord de là. C'est là où le problème. Donc, il va négocier avec les membres du Conseil de la magistrature, tout en s'attaquant aux magistrats qui sont le plus bas, mais alors que c'est des choses comme ça pour lesquelles il doit se saisir. Poser la question au président du conseil d'administration, de conseil de l'administration, qu'est-ce qui s'est passé? Et ces documents, comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Et ramenez-moi le preuve que ces gens ont effectivement fait le concours. Mais alors, en ce moment-là, il va établir leurs responsabilités. Un autre problème. Lequel? Quand vous prenez les attributions du ministre de la Justice, dans la loi, en fait, dans l'ordonnance sur les attributions des ministères, il y a la création de l'école de la magistrature. Est-ce que le ministre ne peut pas se pencher sur cette question? Donc, jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas? Non, il n'y a pas une école de la magistrature. C'est-à-dire que moi, je voudrais voir l'exemple, le prototype de l'ENA. Oui, l'ENA. Vous terminez en droit. Pour la fonction publique, oui. Vous terminez en droit, vous vous inscrivez à l'école de la magistrature. Et que dans cette école-là, on vous apprend les valeurs morales. On vous donne les notions de la sécurité. Notre pays est en guerre. Un magistrat peut être en train d'auditionner un infiltré, mais il auditionne pour une infraction de coups et blessures. Alors que le monsieur est un infiltré. Comment le magistrat peut aller loin dans son instruction pour comprendre s'il n'a pas les notions de la sécurité? Il doit apprendre ça dans cette école. Dans cette école. Le magistrat doit savoir manipuler correctement l'arme. Il doit être formé à manipuler l'arme. Pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Il doit comprendre les enjeux stratégiques de la République. Dans cette école. Dans cette école, on doit amener des hommes honnêtes, intellectuels. Des hommes de pasteurs honnêtes. Pour exorciser. Des pasteurs honnêtes. Honnêtes. Et des vrais. Pour leur prêcher la parole qui va toucher la dimension que j'ai appelée mythologique. Parlez à ces gens-là, dans cette école, pendant 2 ans ou 3 ans. Vous êtes dans cette école. Et quand vous terminez là-bas,
c'est là où on va puiser maintenant pour injecter dans la magistrature, comme c'est fait l'État. On doit arrêter de lancer un concours comme ça pour une question aussi importante de la magistrature. Quelqu'un qui faisait, je ne sais pas moi, qui était dans le commerce, parce qu'on recrute, il vient là-bas, il a même perdu la notion de droit, parce que le droit, si on ne l'exerce pas, on le perd. Et donc il vient, parce qu'il sait que non, à la magistrature, dès que tu as arrêté quelqu'un, tu le mets au cachot, il y a des amendes qu'il faut payer. Il y a la question aussi de... J'ai vu le ministre a pris la décision de paiement à la banque des frais de justice. Bancarisé. Je voudrais dire que le ministre de la Justice, les frais de justice sont toujours payés à la banque. Depuis la nuit des temps. Et tout juge congolais, lorsqu'il prend le dossier pour statuer, il regarde s'il y a le preuve de consignation. S'il n'y a pas de preuve... Donc, depuis tout ce temps, les frais sont payés. Toujours à la il n'y a banque. pas une innovation? Non, il n'y a pas une innovation. C'est toujours à la... Toujours à la banque. Toujours à la banque. Le problème ici, c'est que quand vous avez maintenant, quand on paye à la banque, le juge, quand il ouvre le dossier, s'il constate qu'il n'y a pas de preuve de paiement, il décrète ce qu'on appelle une fin de non-procédé. Il ne procède pas. C'est-à-dire qu'il n'examine pas ton dossier jusqu'à ce que tu vas consigner. Et la loi permet que tu peux consigner sur les bancs. Maintenant, quand il y a la bancarisation, si la partie n'a pas consigné, alors que la loi le permet de consigner sur les bancs, elle fait quoi? Elle consigne sur les bancs. Mais quand vous consignez sur les bancs, le greffier prend, il va verser à la banque et il amène le bordereau, le preuve de paiement dans le dossier. S'il n'y a pas de preuve de paiement dans le dossier, le juge ne statue pas sur votre dossier. Ça, c'est connu et ce sont les béabas. C'est une procédure qui s'est faite déjà. Ça s'est fait. Maintenant, il y a des frais que nous payons. Lesquels? Les frais, quand on a rendu la décision sont toujours rendues par la minute du juge. Mais ce n'est pas cette minute-là qui sera signifiée. Donc, il faut dactylographier la décision. Il faut faire les collationnements. Il faut maintenant mettre la formule exécutoire pour aller signifier. Les frais de signification, c'est là que nous payons. Que les parties payent directement au greffier. Donc là, ces frais ne sont pas payés à la banque. Ne sont pas payés à la banque. Là, c'est sur place. Les frais de la dactylographie, quand la décision est rendue, le juge vous dit que la partie la plus diligente puisse dactylographier. Quand on renvoie l'affaire pour une audience prochaine, si on doit inviter la partie qui n'avait pas comparu, le greffier doit amener les exploits à aller lui notifier pour qu'elle vienne comparaître. Mais il n'y a pas moyen d'alléger quand même toutes ces procédures-là? La meilleure façon, c'est que le président de la décision doit avoir des moyens pour ça. Dès qu'on a rendu la décision, on instruit au greffier d'aller déposer l'exploit. Le greffier prend l'exploit, il va déposer et on lui donne le transport, il va signifier. Maintenant, c'est nous, c'est les partis, maintenant les justiciables qui payent. C'est comme ça que les justiciables sentent que la justice coûte beaucoup d'argent. Voilà. Alors, en même temps, le greffier qui va signifier, il le fait pourquoi? Parce qu'il n'est pas mécanisé aussi. Il n'est pas payé. Il sait qu'en allant signifier, si on lui donne par exemple, maître, je vais signifier par exemple la Lingwala. Il est par exemple à la Goma, maître Lingwala, donne-moi 30 $. Il sait qu'avec les 30 $, il peut prendre la moto, aller-retour, 10 $, il a 20 $, il va nourrir ses enfants à la maison. Donc toutes ces questions-là, ce sont des questions qui doivent être examinées de manière générale. Pas sélectionner une question. Donc, ce sont des questions pour lesquelles il faut faire. Il doit se comporter de la manière à encadrer toute la situation sur le plan juridique. Et donc, la question de la liste, moi je pense qu'il faut interroger les conseils supérieurs de la magistrature et les magistrats bénéficient de l'ordonnance, leurs droits sont constatés, ce sont des Congolais comme nous, ils ne se sont pas nommés eux-mêmes, ils ne se sont pas proposés eux-mêmes pour être nommés, donc on doit poursuivre ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont organisé. Alors, maître, placer quand même un mot autour de cette crise qui sévit depuis longtemps au sein du parti présidentiel UDPS. Aujourd'hui, les Congolais ont l'impression d'avoir deux secrétaires généraux, donc un secrétaire général AI qui a été mis en place par la CDP et Augustin Kabouya qui reste toujours qui détient encore son siège. Non, moi je pense que nous sommes tous des anciens de l'UDPS. Moi, j'ai milité à l'UDPS depuis que j'étais au campus. Vous avez quitté déjà l'UDPS? Non, j'étais dans un parti, allié à l'UDPS. Ah, mais vous avez votre carte du parti? De l'époque. De l'époque, on n'en a plus, je n'en ai plus. C'est quand même assez depuis très très longtemps. Demandez au professeur Chilumbayi, le premier président de la Cour de l'Assemblée nationale. C'est dans sa chambre au Home 30 qu'on tenait nos réunions à l'époque au campus. Il se rappelle, on se connaît très bien. Donc, on a mené ce combat. Mais il faut noter qu'aucun secrétaire général n'a jamais quitté le poste en paix. Kaboundé parti
par escalade. Avant Kabound aussi, c'est lui qui était parti. Mavoum est parti par effraction, par escalade. Je crois que Kabouya aussi partira par la même chose. Et ce genre de bras de fer, lorsque vous sentez, les chefs de l'État appellent ça de la vitalité démocratique, et que donc c'est comme ça que ça se passe toujours à l'UDPS. Pour ceux qui sont pas quand même une bonne méthode. Ça s'est passé avant quand on était à l'opposition. Les gens aujourd'hui essaient d'enflammer les choses. Ça s'est passé toujours comme ça quand on était dans l'opposition. Quand on ne veut pas de Moubak, quand on ne veut pas de Mavungu, les militants ont s'opposé, on dit voilà, tel ne va pas arriver, tel ne va pas. Et en sentant la voix Jacquemain Chabani a été même amené en justice. Il n'est pas parti aussi dans la paix. On l'a même à l'époque, le vieux était là amené en justice. Parce qu'il y avait donc. Et là, nous étions dans l'opposition, s'il vous plaît. Nous étions dans l'opposition. Donc, ce n'est pas. C'est dans les habitudes de l'UDPS et c'est ce qui fait la force de l'UDPS, tout ça. Ah, c'est ce qui fait la force du l'UDPS. C'est ce qu'on a. Oui, madame, ce qui se passe à l'UDPS, vous pouvez faire ça à Kamere, à l'UNC. Vous pouvez faire ça à Bahati, à FDC. Vous pouvez faire ça à Jean-Pierre Bemba. Non. Parce que là, c'est quelqu'un qui décide comme il veut, c'est sa boutique, c'est son truc. Mais l'UDPS, comme c'est un patrimoine commun, donc personne n'a le droit de s'en approprier. Quand on constate que ça ne va pas, on te dit, monsieur, c'est un parti de masse, monsieur, tu pars. Et moi, si j'avais un conseil à faire à Kabouya, c'est d'éviter les triomphalismes. Vouloir montrer que je suis là, je suis fort et tout ça, c'est pas bon, c'est pas bien. S'il constate que les gens ne veulent pas de lui, il faut n'aller pas diriger les gens qui ne vous supportent plus. Il faut avoir aussi cette élégance. Il a fait beaucoup de temps, il a géré, il a proposé, il a fait le travail pendant les élections parce qu'on lui refusait la part. Il a donné quand même beaucoup d'élus à l'UDPS. Il a fait un grand travail. Je me demande qu'est-ce qu'il a encore besoin de faire parce qu'il a quand même assez fait aussi. Je pense que s'il y a une dissension, si c'est lui le problème aujourd'hui, moi je pense qu'honnêtement, il doit se retirer. Si aujourd'hui il est considéré à l'UDPS comme le problème, je ne vois pas pourquoi il va aller en bras de fer. C'est dans la CDP, le 11 août dernier, c'est lui qui a le problème. Oui, et aussi dire à ses acolytes qu'il n'y a pas de triomphalisme. Parce que Kabound était plus fort que Kabouya, ça je peux l'affirmer. Sur le plan politique, sur le plan de l'ancrage politique, au niveau de l'UDPS, Kabound était plus fort. Mais il est parti. Donc ça ne sert à rien. L'UDPS, c'est un parti où, madame, on vous prend vous, on peut prendre moi, on me met à la tête, je deviens un homme fort. C'est l'UDPS. Ce n'est pas la personne de Kabouya qui est forte. C'est la machine. C'est la machine qui est mise en place. On peut prendre n'importe cette masse-là. C'est cette masse-là qui fait de vous, qui fait du parti, que le parti soit extrêmement fort. Mais ce n'est pas vous en tant qu'individu. Donc moi, je pense que Kabouya doit avoir l'élégance de considérer ce qui s'est fait. Si il constate que c'est lui le vrai problème, je ne vois pas pourquoi il doit chercher. Il doit se référer à la sagesse de Salomon, d'une femme de deux femmes qui se disputaient un enfant. Il ne faut pas accepter que l'enfant soit déchiré, soit tué, parce que toi, tu ne veux pas perdre. Non, accepte de perdre pourvu que l'enfant vive. Qu'il accepte de perdre pourvu que l'UDPS vive. Parce que ceux-là aussi, ils ne vont pas le laisser en paix. Ça va aller comme ça, la bataille va aller comme ça et ça ne sera pas une bonne chose. Évitez surtout les triomphalismes. Pas penser que vous êtes fort aujourd'hui et demain. Vous voyez, la preuve, c'est que le chef de l'État lui-même, ce n'est pas une préoccupation pour lui. Il sait comment ça va se terminer. Parce que en tant qu'autorité de référence, s'il voulait que ça s'arrête, ça allait s'arrêter. Mais il a laissé les choses se battre. Donc, Kabouya devrait comprendre que ça commence quand même à jaser. Madame, Messieurs, place à ces derniers dossiers de notre rendez-vous de la semaine. Leur Baba, parce que c'était l'éléphant qui portait sur lui les fardeaux des autres. Il a accepté les prix du mépris, des injures, de la caricature, mais il a tracé les chemins, il a tracé la voie, il a dégagé les passages pour nous permettre de marcher et de ne plus payer les mêmes prix. Mais il doit être respecté. Baba doit être respecté et c'est à nous, ses enfants, de le faire respecter. Je dois encore présenter mes hommages à Monseigneur l'archevêque, Fulgence Mouteba. Avoir présidé à la basilique, à la commémoration de ce 3e anniversaire de son départ est vraiment quelque chose d'important. Et j'aimerais, après le 2e témoignage, que Buffalo m'accompagne à remercier non seulement Monseigneur Fulgence Mouteba,
mais quelqu'un d'autre qui est représenté ici, le gouverneur Moïse Katumbi Tcham. Je vais vous dire pourquoi, parce que je l'ai dit devant la dernière demeure de mon père. Quand nous sommes partis préparer les accords de Genval, nous vivions dans la même maison, nous trois. Quand il était en train de convaincre son Moukoulompe de faire la paix des braves avec Papa Étienne Tshisekedi. Selon ces communiqués signés par le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le général Jean-Claude Kifoua fait déjà objet des poursuites pénales devant l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le contexte de cette poursuite judiciaire remonte au 19 août dernier, lorsqu'une délégation des avocats était partie à la rencontre du ministre de la Justice, dénoncer les violences et autres traitements inhumains subis par leurs confrères. Notons qu'à travers ce communiqué, le ministre a rassuré que toutes les dispositions ont été prises afin que justice soit faite à ce sujet. Constant Moutamba s'est également saisi de l'occasion pour saluer la justice militaire pour sa promptitude et son efficacité dans la quête de la justice équitable. Cette affaire a pris de l'ampleur après la diffusion virale d'une vidéo montrant Maître Kabwende violemment frappé par des forces de l'ordre. D'après différentes sources, Maître Kabwende aurait critiqué le comportement du général Kifoua sur les réseaux sociaux, ce qui serait la cause de ces représailles violentes. Plainte contre le général Kifoua, qui a donc donné injonction à ces éléments pour, c'est que certains appellent comme insulte ou considèrent comme insulte ou humiliation. C'est un avocat. Par confraternité et solidarité, je lui témoigne tout mon soutien à l'avocat et je partage énormément l'humiliation et la douleur qu'il est en train de traverser en ce moment. Madame, on le vit au quotidien. Les services de sécurité n'ont aucune considération pour les avocats. Et d'ailleurs, même sur la place publique, quand vous roulez, avocat c'est Azanani, c'est un commerçant, et il minimise des avocats. Mais quand ils ont des problèmes, c'est les avocats qui les défendent. Et ça, c'est inacceptable. Le général Kifoua, à ce niveau-là, il ne peut pas faire torturer. Madame, c'est de la torture. Et la torture est considérée comme un crime contre l'humanité. Et la torture est imprescriptible même, en termes. C'est une infraction grave. Comment vous pouvez torturer un citoyen? Vous êtes d'abord un homme apolitique. Parce que dans la vidéo, on lui reproche d'avoir dit des choses contre les auteurs, contre les acteurs politiques. Pourquoi vous qui êtes militaire, vous devez vous venger des politiciens? Dans l'autre temps, vous pleurez, vous dites que les politiciens ne vous soutiennent pas, ils ne vous donnent pas ce que vous avez besoin, mais vous faites ça. Et donc, cette situation, nous voulons que la justice soit faite. Et moi, j'en appelle aux avocats, par solidarité, de ne pas assister. Je sais que l'assistance, c'est un droit constitutionnel. La Constitution dit que chaque Congolais a le droit de se faire assister de quelqu'un de son choix, d'un avocat de son choix. Mais nous, par solidarité, nous devons refuser d'assister ce genre de monsieur. Parce que c'est un monsieur qui ne mérite pas, non seulement les galons qu'il a, mais il ne mérite pas de vivre dans une société moderne. C'est quelqu'un qui mérite de vivre dans une société où il y a la jungle et son endroit, c'est la prison et une prison à perpétuité parce que ce qu'il a fait, il est inacceptable aujourd'hui sous l'égide du chef de l'État où on est en train d'impulser l'État de droit qui est un général qui prenne un citoyen avocat et pour le bastonner de cette manière-là, le filmer en même temps, madame. Le filmer en même temps. Donc, c'est un acte prémédité. Et puis, il est là, on crie sur lui, il prend l'arme, il tire en l'air. Madame, ça, c'est du banditisme. Ça, ce monsieur ne mérite pas. Donc, sa place est en prison? Non, il ne mérite pas d'être appelé un citoyen. C'est l'embargo que vous demandez, qu'aucun avocat ne l'assiste? Oui, ce monsieur, il ne mérite pas. Il ne mérite pas une assistance. Il doit aller se défendre seul. Les faits sont là, qu'il va se défendre seul. Aucun avocat, je demande. Je sais que c'est un droit constitutionnel. Mais vous demandez nous le demandons aux avocats. Parce que c'est notre droit aussi
la loi dit, nous demande de traiter les dossiers que nous jugeons dans notre âme et conscience. Si tu vois que ce dossier-là ne te met pas à l'aise, tu dois refuser de le prendre. Et je demande à nos confrères avocats de ne pas assister à un monsieur comme ça. Alors, Maître Robert Kainga, vous avez certainement suivi cette demande qui vient de l'ASCRN, qui est donc un parti politique, qui avait une structure politique, bien sûr, qui avait soutenu la candidature de Denis Mukwege lors des élections de 2023. Ils appellent ainsi au régime Félix-Antoine Tshisekedi de rétablir Denis Mukwege dans ce qu'ils appellent dans son honneur et sa respectabilité ternie par les propos de Félix Tshisekedi. Et enfin, donc, cette structure fait cette demande après la sortie médiatique du président de la République en dehors de la RDC, où il a quand même reconnu la façon de faire, le patriotisme de Denis Mukwege et Ad. Nous y trouvons. Exactement, il reproche quoi au chef de l'État? D'avoir terni son image. Hein. En disant quoi exactement? En disant quoi? Vous savez que Denis Mukwege, dès l'instant où dès le jour où il avait pris la décision, une décision sentimentale. Comment ça, sentimentale? De s'engager en politique? De s'engager en politique. Il avait perdu les valeurs. Mais il a entendu le cri de sa population. Oui, mais madame, un leader... Déçu par les comportements des politiciens. C'est ce qui prouve que politiquement, c'est un petit leader. Un leader ne suit pas ce que la population lui dit. C'est lui qui donne la ligne. Je dis, en politique, il a commencé la politique à 68 ans, madame. Est-ce qu'on peut faire la politique à 68 ans? C'est un petit politicien. Moi, j'ai commencé la politique bien avant lui. Il n'a pas l'expérience politique. Voilà, c'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Qu'il ne cherche pas à ce qu'on réhabilite l'honneur qu'il a lui-même gâché. Et il doit reconnaître que Mukwege a été reconnu par Félix. Sous Kabila, on ne l'avait jamais reconnu. Il n'avait jamais été reçu. Mais sous Félix, on a reconnu les valeurs de Mukwege sur le plan international. Mais tu sais que j'ai toujours dit que Mukwege, on a fait aussi beaucoup de lui ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le seul à avoir fait ce travail. Il y a beaucoup d'autres médecins qui ont travaillé dans des conditions plus difficiles que Mukwege. Et Mukwege, parce que au niveau de Panzi, on a applaudi. Et les Occidentaux, dans les salons de IP de France et Belgique, on a applaudi. Ce qui devait faire de toi forcément président de la République. Parce que nous disons, chacun doit faire son travail. Pas parce que toi, tu étais prix Nobel et que automatiquement... C'était une erreur pour Mukwege de s'engager en politique? C'était une erreur politique. Parce que comment il allait devenir président de la République? Comment il allait devenir? Parce qu'il n'est pas connu. Nous sommes dans un pays où il est connu, peut-être là-bas à Bukavu, là où il travaille, ou à Panzi, là où il travaille. Il est connu où? La preuve est là, pendant les élections. Alors, qui va réhabiliter son nom? C'est lui-même qui doit demander pardon, dire voilà, j'avais commis une erreur d'aller en politique, j'ai resté une autorité de référence pour la République, comme il est prix Nobel de la paix, on peut aller se ressourcer chez lui. C'est une valeur internationale. C'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Pour lui-même, comment réhabiliter son honneur. C'est lui-même. Donc c'est lui-même. D'ailleurs, le chef de l'État est très poli. Il est très poli et très courtois. Même en parlant de lui, il n'a pas parlé de lui méchamment. Il a dit mon frère Denis Mukwege. Lui au moins il a reconnu. Effectivement. Et puis même si, quand on prend l'ordre d'arrivée, Mukwege ne pouvait pas devenir président de la République avec le pourcentage qu'avait obtenu Félix, et il ne venait pas immédiatement après Félix. Non. Donc, le chef de l'État a été poli et courtois. Il a parlé à lui en bien. Et qu'on lui demande qu'on réhabilite son honneur, c'est pas lui. C'est lui-même, Denis Mukwege, qui doit comprendre que, en tant que leader, il ne devait pas suivre ce que dit la population. C'est lui qui devait montrer à la population la route. Madame, je vous dis, nous, on a été avec le vieux Étienne Tshisekedi. On venait le voir pour certaines décisions. Il disait non. Vous vous rappelez, en 2011, nous étions surchauffés. Kabila ne devait pas nous voler notre victoire. Mais il nous a demandé, voilà la Pongiaba bébé. Et nous avons suivi. Alors que nous étions fondamentalement prêts. Parce qu'on devait l'investir, on devait l'investir au stade des Martyrs. Nous avons marché pour aller les prendre à l'imité 10e rue. Et parce que l'investiture devait se faire au stade des Martyrs. Et arrivé au niveau de CN2, on nous a bastonné et nous sommes rentrés. C'est comme ça qu'il a prêté serment chez lui à la maison. Donc, mais à l'époque, après, il nous a dit, je sais ce que je vais faire. Et voilà la Pongiaba bébé. Nous avons suivi le mot de notre leader. Donc, un leader ne peut pas se laisser influencer par la masse. Parce que la masse n'a pas d'âme. Voilà, aujourd'hui, il constate que son honneur est
désacralisés. Il doit les réhabiliter. Oui, mais pas le président de la République, pas le régime Tshisekedi. Alors, Maître Kayenga, nous sommes pratiquement vers la fin de ce numéro Info 7. Kyungu Akumonza, ça fait exactement 3 ans depuis qu'il est parti. Quel souvenir gardez-vous de cet homme politique qui a marqué le Haut-Katanga, mais certains Congolais à travers le pays? Bon, personnellement, j'ai vécu ce que j'ai toujours appelé personnellement le génocide kassaïen. J'ai vécu ça. C'était sous l'égide de Kyungu Akumonza. On ne fait pas de procès à des morts. Moïse Azalakana Bungunate, comme on le dit en lingala. Mais je pense que c'est, comme vous me demandez des souvenirs, c'est un souvenir que je ne peux pas bypasser. Et que donc, Kyungu, c'est d'abord quand on parle de lui, c'est le premier souvenir qui me revient en tête. C'est celui du refoulement de Kassaïen. Nous, on a vécu, on a vu les gens mourir. On a vu les gens mourir de la dysenterie, les gens cantonnés au niveau de gare centrale. Ils ne savaient pas où aller, ils étaient malades. Nous avons vu, on a vu des gens, les gens ont perdu des proches. Ça, c'est une réalité. Et quand on parle à Kyungu, on ne peut pas parler de lui comme si c'était un ange. Comme j'ai vu ce monsieur-là en train de parler de Kyungu. Apparemment, il ne le connaît pas. Il ne le connaît même pas. La manière dont il est en train de parler. Et puis, donc, ça, c'est le premier. Le deuxième souvenir, c'est un souvenir positif. Il a su quand même laver notre cerveau par sa réconciliation avec le vieux Étienne Tshisekedi. Parce que n'oubliez pas que le massacre a été fait en représailles de le vieux Étienne, de l'UDPS à l'époque. Et donc, cette réconciliation et son soutien indéfectible au chef de l'État. Quand le pouvoir de Kabila voulait coûte que coûte liquider Félix, il s'est dit, en tout cas, ça c'est notre fils, nous le connaissons, c'est mon fils, je m'élève, je le protège. Ce côté-là, c'est aussi un souvenir resté très positif et que je parle de lui. Et nous ne pouvons que dire paix à son âme. Alors, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, on continue toujours à enregistrer des morts. Hein, et la RDC voit toujours certains coins des territoires villages occupés par les M23. On a vu même Corneille Nangaa qui fait le chef dans un coin du pays. Comment aujourd'hui, ou qu'est-ce que la RDC n'a pas encore fait et qu'elle doit faire pour que la paix règne définitivement, comme le président l'avait promis, dans cette partie? Non, madame, la question de la paix à l'Est, c'est une question multidimensionnelle. C'est une question de géopolitique. C'est une question qui n'inclut pas seulement le Rwanda, ça inclut les multinationaux, ça inclut les grandes puissances, les néocolonialismes. C'est tout ça qui implique la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, il ne faut pas la voir dans cette dimension restreinte des occupations des villages. Il faut voir que c'est une guerre qui nous a imposée par les Occidentaux au travers le Rwanda. Vous avez vu l'Union européenne signer des accords pendant qu'on est en guerre, pendant qu'ils savent que le Rwanda... Mais c'est le feu qui a été violé aussi. Voilà, et donc, personne n'ose. On sanctionne tout le monde sauf Kagame. On sanctionne tout le monde. On sanctionne Nanga qui vient à peine de commencer. Mais les Nations Unies qui a des preuves que Kagame est en train de venir, on ne les sanctionne pas. Et madame, ça doit nous dire quelque chose. Donc c'est un message. Et un message. Et aussi, nous ne devons pas nous l'errer. On ne doit pas considérer que le chef de la République démocratique du Congo a des pays voisins qui sont amis. Moi, personnellement, en observant la situation de mon pays, je considère que notre pays n'a pas de voisins amis. Et ce que nous devons faire, c'est ça. Au lieu d'être plaintif, au lieu d'être plaintif, au lieu d'être plaintif, nous devons nous réorganiser et faire de telle sorte qu'on nous respecte et qu'on fasse les choses. Mais comment faire pour que la RDC... Madame, c'est ça le problème. Quand vous avez des gens, de crétins comme les Nanga, vous allez dire, vous allez comment? C'est quelqu'un qui a géré, une grande institution d'appui à la démocratie. Et Félix Tshisekedi a également cité Joseph Kabila Kabange. Oui, madame, ça c'est très important. Lorsque un militant de l'UDPS toque à la porte de Joseph Kabila, on accuse l'UDPS. Non, c'est l'UDPS qui a fait ça. On accuse le régime. Mais lorsque 5 caciques proches de Kabila vont rejoindre un groupe armé, on veut qu'on ne dise pas que c'est le PPRD, c'est Kabila. Est-ce que c'est juste? Pourquoi il n'y a que les gens du PPRD qui vont rejoindre Nanga? Pourquoi il n'y a que eux? Pourquoi pas les autres? Et lorsqu'ils vont comme ça, de cette manière-là, pourquoi le PPRD ne prend pas un communiqué pour se désolidariser de ces gens-là? Il y a juste des réactions, ça et là, mais de manière officielle. Vous ne sentez pas qu'il y a une certaine passivité qui laisse entendre... Et madame, qui peut être mieux informé dans ce pays que Félix? Il ne dit pas des choses au hasard. S'il dit des choses, c'est qu'il a de preuves. Il a de preuves et il sait de quoi il parle. Et que donc,
Quand c'est les gens du PPRD qui vont rejoindre Nanga, qui vont dans la rébellion, là, c'est individuellement qu'ils les font. Mais quand c'est un militant du Force de Progrès qui passe loin de la parcelle des Maman Olive, sans toucher même sa maison, et là, on considère que c'est l'IDPS qui s'est organisé pour venir tuer Maman Olive. Mais quand le PPRD va dans la rébellion, on estime que Joseph Kabila, lui, il est innocent. Non. Nous estimons que le chef de l'État, il a raison. Pourquoi? Il est le Congolais le mieux informé que tous. Alors, Maître Robert Kayenga, le Mpox, en République démocratique du Congo, vous avez suivi un mot et ce sera pratiquement la fin. Non, moi je pense qu'il y a certains animaux qu'on ne doit plus chasser ni commercialiser. On doit revoir nos lois et parce qu'au moins on sait quand même que Ebola c'est les singes, maintenant le Mpox c'est les singes, c'est les rats et tout ça. Donc je pense que il y a certaines maladies où certains aliments, aujourd'hui, on les demande déjà, il faut bien cuire la viande et tout ça. Il faut carrément interdire ces viandes-là qui nous apportent des maladies, la consommation, parce qu'aujourd'hui, là, on est obligé de dépenser des millions d'argent pour ce genre de maladies. Or, si nous faisons un traitement préventif, en empêchant... Donc, ces animaux doivent devenir désormais des animaux protégés. Protéger la chasse et la commercialisation de certains animaux, c'est ce que ça sera un peu difficile. Parce que dans les villages, les gens ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de ça. Mais il faut quand même prendre des précautions. Comme ça, dans les grandes villes, on ne sait pas amener. Si tu amènes ça dans les grandes villes, les gens ne vont pas acheter. Ou bien si on trouve avec ça, on vous arrête. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Maître Robert Kayenga, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population, à ces Congolais et à d'autres citoyens qui ont eu le plaisir de vous suivre sur Congo Web Télévision, mais sur différentes plateformes. Madame, je vous remercie d'abord pour l'invitation et pour ce que vous pensez toujours à nous pour partager les questions brûlantes de la République. Nous demandons à la population de faire confiance au chef de l'État et nous connaissons sa volonté ferme de faire avancer les choses. Nous sommes passés ici pour parler de la République parce que ça nous tient quand même à cœur. Nous pensons qu'il y a des choses qui ont été faites de manière correcte. Il y a d'autres choses qu'il faut améliorer. Voilà pourquoi on a parlé de la justice. On a essayé de dire que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon et qu'on arrive à trouver des solutions. C'est pas des attaques vers des individus ou des personnes, mais nous parlons de la chose publique. Et que donc, que cette population continue à faire confiance au chef de l'État. Nous croyons en Félix, nous pensons qu'il peut redresser ces pays et les choses peuvent changer avec Félix Tshisekedi. Alors, madame, messieurs, c'est une question que les Congolais ne cessent de poser aux dirigeants du pays, aux ministres actuels. Quel pays allez-vous léguer à la prochaine génération, aux générations futures? Il faudra que cette question puisse toujours traverser les esprits des dirigeants congolais et que chaque ministre, chaque dirigeant, chaque responsable puisse jouer réellement son rôle comme il le faut. Alors, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7 qui a reçu pour vous, Maître Robert Kayenga, avocat de son État et membre de l'Union sacrée de la Nation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Hein. Je serai disponible. Madame, messieurs, je ne cesserai jamais de le dire. Info 7, c'est une émission, bien sûr, de Congo Web Télévision. Mais Info 7, c'est votre émission. Info 7, c'est notre émission. Merci de nous avoir suivis et nous profitons de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Ernest Kisata, qui fête ce jour une nouvelle bougie et que cette bougie vous apporte la paix, la prospérité et tout ce que vous désirez par la grâce de Dieu. Et c'est bien la fin de ce numéro. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de Congo Web Télévision. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Et bien, c'est l'heure. Au revoir.